Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjuste. Comme à l'habitude, cette semaine, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. On va discuter des Alouettes qui ont effectué un retour au travail après leur semaine de congé. Et il semble que Davis Alexander sera à son poste jeudi soir contre les Argonauts de Toronto. On va faire le tour des actualités de la NFL et on a pour vous deux entrevues avec Anthony Auclair, anciennement des Buccaneers de Tampa Bay, et également avec le garde partant des Falcons d'Atlanta, Mathieu Bergeron. Marc-André va terminer son top 40 des porteurs de ballon. Il va se concentrer sur les positions 21 à 40. Alors, on a un épisode rempli du podcast Sac du Cœur. Guillaume, par la musique. Le congé des Alouettes est terminé, Marc-André. Ils étaient de retour sur leur terrain d'entraînement au Stade Hébert à Saint-Léonard dimanche et ils vont jouer jeudi contre les Argonauts de Toronto. Et qui dit. On aurait-tu pu parier. Tu m'aurais-tu dit en début de saison, Didier, que le retour de Davis Alexander, ce serait. Ou Davis Alexander serait tellement un élément important aux Alouettes qu'on souhaite ardemment là, son retour au jeu. Et il était à l'entraînement cette semaine. Oui, lors du premier entraînement dimanche, écoute, il a pris toutes les répétitions au sein de l'attaque partante. Et après la séance d'entraînement, Jason Myers, d'habitude, bon, il nous fait toujours des cachettes lorsqu'il y a des joueurs qui sont blessés ou qui reviennent de blessure. Ben là, il n'a pas fait de cachette, Marc-André. Il a dit que à moins que Alexander se reblesse au cours de la semaine de préparation, ben il sera à son poste contre les Argonauts de Toronto jeudi soir au stade Percival Molson. Et ça a été la même chose du côté de Davis Alexander. Il nous a dit, oui, je vais être là, je vais jouer. Alors, il va effectuer un retour. Et comme tu l'as dit, hein, les Alouettes, bon, l'attaque était méconnaissable. Sans Davis Alexander, c'est généralement le cas là, à travers la Ligue canadienne de football lorsque les équipes jouent avec leur carrière réserviste. Mais les Alouettes qui sont partis en semaine de congé avec une séquence de 2 défaites, ben là, ça va être une belle opportunité afin de mettre fin à ça. Alexander avait l'air en forme lors de la séance d'entraînement de dimanche. Je lui ai demandé s'il croyait qu'il était à 100%, s'il était complètement remis de sa blessure en ischio-jambier. Il a dit, ben écoute, je vais réellement le savoir jeudi soir parce qu'il a dit, durant les séances d'entraînement, c'est sûr que je vais pas courir à pleine vitesse, que je vais pas me faire pourchasser par des joueurs de 300 livres qui vont essayer de me plaquer. Mais il dit qu'il croyait naturellement que son ischio-jambier va tenir le coup, mais qu'il ne sera pas réellement avant la rencontre de jeudi soir. Mais ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les Alouettes. Le fait qu'ils vont pouvoir miser sur le retour de leur carrière partant. Et soit dit en passant, Alexander, toujours invaincu, hein? En tant que carrière partant, Marc-André fiche 7 victoires, aucune défaite. Il va avoir l'opportunité d'égaler le record de la Ligue canadienne pour le meilleur départ en carrière, en début de carrière d'un quart. Je vous rappelle que le record appartient à Danny McManus, qui lui avait remporté les 8 premiers départs de sa carrière. Surprise attendait les journalistes à l'entraînement dimanche, Didier, alors que Tyson Philpott n'était pas à l'entraînement. Blessure à un genou dans son cas. Oui, ça a été surprenant. Écoute, moi, j'ai assisté à la séance d'entraînement. Je vais être honnête, je n'avais pas remarqué que Philpott n'était pas là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la séance d'entraînement a été quelque peu chaotique dimanche en raison de la température. Parce qu'au début de l'entraînement, il faisait beau, il faisait soleil, il faisait chaud. Puis là, bon, les nuages sont arrivés, il y a eu des éclairs, ce qui a fait en sorte que les Alouettes ont terminé leur séance d'entraînement à l'intérieur du stade olympique. Et nous, on a dû se déplacer jusqu'au stade olympique afin de recueillir les réactions à la suite de l'entraînement, de faire nos entrevues. Alors, tout ça pour dire que Philpott n'était pas là. Son nom est sur la liste de blessés en raison d'une blessure à un genou. Alors, on va voir si il va pouvoir participer aux entraînements cette semaine, mais ça a vraiment été une surprise parce que Philpott a participé à tous les matchs avant la semaine de congé. Il a terminé la rencontre contre les Lions de la Colombie-Britannique. Mais s'il n'est pas en mesure d'affronter les Argonauts de Toronto, il semble
que Austin Mack, lui, Marc-André, sera en mesure d'effectuer un retour au jeu. Mack a raté les 2 dernières rencontres des Alouettes en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Il était présent à l'entraînement. Il s'est entraîné au sein de l'unité partante. Et j'ai demandé à la suite, après l'entraînement, à Jason Maas s'il croyait que Mack allait être en uniforme. Et il m'a donné une réponse similaire à celle de Davis Alexander concernant Davis Alexander. Il a dit, écoute, Austin Mack, on prévoit qu'il sera de la formation partante, à moins naturellement qu'il se blesse à nouveau. Alors, Mack et Alexander devraient faire partie de la formation partante jeudi soir contre les Argos, mais il reste à voir maintenant si Tyson Philpott sera là. Ça fait penser à l'année dernière, Marc-André, souviens-toi, Ouais, hein? jamais on pouvait miser sur Philpott et Mack en même temps. Dès qu'un revenait au jeu, l'autre se blessait, puis là, bon, il y avait une blessure à Tyler Snead également. Alors, on espère que ce n'est pas l'histoire qui va se répéter au cours de la saison. Vraiment 2 gars qui commencent à avoir une historique de blessures aussi, là, je sais pas si la Mhm. température, l'humidité, ça peut jouer peut-être sur le genou, tu sais, qui a été reconstruit là, de ta tu sais, je suis pas médecin, là, mais des fois peut-être l'humidité Ouais. accablante là, Mais qu'on a eu c'était une les chaleurs cheville, accablantes. Philpott, hein? Ah Oui, oui? c'était une blessure à une cheville. Cheville et un pied la saison dernière pour Tyson Philpott. Donc, c'est pas un genou. Mais Mmh. généralement, c'est plus les blessures, justement, comme les élongations musculaires aux ischio-jambiers, des fois, Mmh. tu sais, avec la température, si tu ne t'hydrates pas suffisamment, des fois, bon, il peut avoir ce genre de blessure-là. Alors, bon, on va voir dans le cas de Tyson Philpott Mmh. s'il sera en mesure d'affronter les Argonauts. Il connaissait un excellent début de saison aussi. Donc on a Oui, parlé, le tableau du prochain match, c'est les Argonauts qui sont en ville au stade Percival Molson pour affronter les Alouettes. C'est jeudi, le 17 juillet. C'est à 19h30 avec, ce sera présenté sur les ondes de RDS, évidemment, avec l'émission d'avant-match dès, ouf, 19h, 18h30, bref. Il va y avoir l'émission oui, d'avant-match, 19h, l'émission d'avant-match. 19h, ça 19h. va être à 19h, oui. Oui. Puis écoute, qu'est-ce il sera à surveiller? Peut-être te lancer sur les Argonauts de Toronto parce qu'il y a vraiment une grande question là, à Toronto, à savoir si Chad Kelly va participer à la rencontre. On sait que Nick Arbuckle a ses limites, comme on dit. Les fans des Mm. Argonauts, même les Argonauts, les joueurs des Argonauts attendent impatiemment le retour du quart étoile. Oui, il y a quelques semaines, l'entraîneur-chef des Argonauts, Ryan Dinwiddie, avait dit que du côté de l'organisation des Argos, bon, on visait la 7e semaine d'activité, justement, ce match contre les Alouettes pour le retour au jeu de Chad Kelly. Alors dimanche, c'était le premier entraînement de la semaine. Kelly était présent, mais il a été limité lors de l'entraînement. Alors, il semble que sa présence est incertaine pour le match de jeudi soir au stade Percival Molson. On rappelle que les Alouettes ont déjà défait les Argos plus tôt cette saison. Et Davis Alexander, bon, il avait connu un bon match. Ça va être la deuxième fois que les deux équipes s'affrontent. Mais il y a plusieurs problèmes. Ce n'est pas juste l'absence de Chad Kelly, Marc-André du côté des Argonauts. La dernière fois qu'on les a vus en action, c'est la semaine dernière. Ils avaient congé lors de la 6e semaine d'activité. Et on a accordé une cinquantaine de points aux Tiger Cats de Hamilton. Défensivement, ça va vraiment pas bien là. Du côté des Argonauts de Toronto, on sait qu'ils ont perdu plusieurs joueurs durant la saison morte. Et puis cette défense-là, ben, elle a vraiment des ennuis. Alors ça va être une belle occasion pour les Alouettes pour mettre fin à leur séquence de 2 défaites, surtout si Chad Kelly n'est pas là. Mais même si Kelly est là, on sait qu'il a subi de graves blessures à une jambe contre les Alouettes dans le cadre de la finale de l'Est. Alors pour les hommes de Jason Maas, eux, ils vont être frais et dispo également. Ils avaient congé la semaine dernière. Davis Alexander revient au jeu. La rencontre va être à domicile. Alors c'est une occasion qu'on ne peut pas rater, là. Surtout que les Tiger Cats ont encore gagné au cours du week-end. Mhm. Ils ont défait le Rouge et Noir d'Ottawa. Et ça fait en sorte que Marc-André, ce sont les Tiger Cats qui sont au premier rang de la division. Ils ont une fiche identique de 3 victoires et 2 défaites à celle des Alouettes. Mais étant donné qu'Hamilton a vaincu Montréal il y a quelques semaines, ben, ils détiennent le bris d'égalité. Alors tu vois en 3 semaines comment bien des choses ont changé au sein de la division Ouest. Les Alouettes étaient 3-0. On se disait, mon Dieu, attention, on en avait discuté durant le podcast. On se disait, ben là, les Alouettes vont s'assurer du premier rang de la division avant même la fête du travail. Puis là, non, 3 semaines plus tard, ce sont les Tiger Cats qui sont en tête de la division. Ils sont surprenants, les Tiger Cats, avec des performances, je te dirais, même en montagne russe, là, de Bolivar Mitchell. The Hammer! Ils sont- Comment t'as dit ça? Euh, j'ai dit, ils sont surprenants. The Hammer, c'est ça The le Hammer, surnom des ouais. Tiger Cats? The Mais je Hammer, le disais, ils sont surnom de la surprenants ville de quand même, Hamilton.
sont surprenants, les Tiger Cats, avec des performances là, un peu en montagne russe, souvent de Bolivar Mitchell. Mais pour revenir aux Argonauts, peut-être surveiller le receveur québécois Kevin Mittal, qui a connu un fort match il y a Oui. 2 semaines pour les Argonauts de Toronto. 8 réceptions, 104 verges, un touché. On espère que ça va se poursuivre pour lui. Et si on revient côté des Alouettes, Didier, qu'est-ce qu'on doit faire? Là? Qu'est-ce que tu as surveillé là, pour les Alouettes dans cette rencontre-là? Ben, c'est sûr, ça va être la performance de Davis Alexander. Là. Écoute, Mhm. on ne l'a pas vu depuis la première demi à Edmonton. Il avait amassé plus de 250 verges par la passe, 3 passes de toucher. Au moment où il s'est blessé, il s'amusait aux dépens de la pitoyable unité défensive des Elks. Alors ça, c'est la chose que je vais surveiller. Et le plan de match en attaque. Là, j'espère que Jason Mars ne va pas s'emporter. Là, il va se dire, ah ben mon carrière partant est de retour, on va passer le ballon une quarantaine de fois. Faut maintenir l'équilibre au niveau de la sélection de jeu. On l'a vu la semaine dernière, en fait, il y a 2 semaines maintenant, contre les Lions, ça a été une défaite. Mais Tom Arlington, dès la première séquence, a gagné 35 verges au sol. Travis Tice, lorsqu'on lui a remis le ballon, il a effectué de belles choses. Alors, faut maintenir cet équilibre-là. C'est ce que je vais surveiller. C'est la première chose que moi, je vais surveiller du côté des Alouettes, parce que il n'y a pas de raison de perdre ce match-là, selon moi. Les Argonauts, ça va vraiment mal. C'est sûr que Toronto, toutefois, il y a l'élément de fierté qui entre en ligne de compte, Marc-André. Là. Lorsque tu accordes 50 points, là, tout le monde prend ça Mhm. personnel, OK? Au niveau du groupe d'entraîneurs et les joueurs, la fierté des joueurs des Argos a été piquée il y a 2 semaines contre les Tiger Cats de Hamilton. On ne voudra pas être embarrassé pour un deuxième match de suite. Alors, on sait, c'est une rivalité. Lors des rivalités, tout peut arriver. Alors, du côté des Alouettes, d'aucune façon, on peut prendre les Argonauts à la légère, surtout que du côté de Montréal, il y a des choses à rectifier à la suite des 2 défaites de suite. Donc, je le rappelle, jeudi 17 juillet, au stade Percival Molson, les Argonauts de Toronto vont affronter les Alouettes à 19h30, avant-match à 19h. Et avant de poursuivre, Didier, j'invite les gens à s'abonner sur nos plateformes, nos réseaux sociaux, Instagram, le Sac du Corps, Facebook, le Sac du Corps, ta chaîne YouTube également, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, ça va vous permettre de savoir quand est-ce qu'on a un nouvel épisode pour vous. C'est sur Didier Orméjus, sur ta chaîne YouTube à toi. Et c'est ça, abonnez-vous, Spotify, Apple Podcasts. Je sais que les gens laissent de plus en plus de commentaires. C'est tellement gratifiant pour nous de savoir qu'on est écouté. Puis, laissez des commentaires, des suggestions. On est toujours ouvert. On essaie vraiment de vous offrir le meilleur contenu possible. Et en parlant de contenu, on va avoir notre deuxième podcast cette semaine sur les aperçus, les avant-goûts, des divisions là, dans la NFL. On va faire un podcast sur la division sud de l'Association nationale. Donc ça, c'est à ne pas manquer. On va vous mettre ça en ligne potentiellement jeudi, je crois. Oui, exactement. Oui, l'avant-goût de la section sud de la nationale sera mise en ligne jeudi. Alors, ben, comme tu viens de le dire, hein, on invite les gens à s'abonner à nos réseaux sociaux afin de ne rien manquer. On a commencé la semaine dernière nos avant-goûts de division de la NFL. Donc, pour vous, jusqu'au début de la saison de la NFL, on va avoir 2 épisodes par semaine. Un épisode régulier, celui que vous écoutez ou regardez présentement, où on parle des Alouettes, des actualités de la NFL et bien sûr de fantasy football. Et également un avant-goût consacré, un épisode avant-goût consacré à chacune des divisions de la NFL. La semaine dernière, on a commencé avec la section Est de l'Association américaine et cette semaine, ça va être la division Sud de l'Association nationale. Alors, on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et ben, maintenant, on va écouter l'entrevue que j'ai fait avec l'ancien des Buccaneers de Tampa Bay, l'ancien ailier rapproché québécois, Anthony Auclair, ancien du Rouge et Or de l'Université Laval. Anthony qui a tourné la page sur sa carrière dans la NFL, mais là, il a un nouveau défi au flag football, puisqu'il est membre de l'équipe nationale du Canada de flag football, qui va tenter de se qualifier en vue des Jeux olympiques de 2028 qui seront présentés à Los Angeles, maintenant que le flag football est un sport olympique. Alors, je vous invite à écouter ou à regarder mon entretien avec Anthony Auclair, le premier ami du podcast, soit dit en passant. Sa carrière avait commencé dans la NFL lors de la première année du podcast et depuis, ben, on aime tout le temps recevoir Anthony comme invité. Alors, écoutons mon entretien.
Anthony, tout d'abord, félicitations pour ta sélection au sein de l'équipe olympique canadienne de flag football. Je sais, ça fait quelques années que tu as commencé à jouer au flag football. Donc, ben, félicitations. Puis comment tu as vécu ta nomination au sein de l'équipe olympique qui va prendre part aux Jeux d'été de 2028 à Los Angeles? Merci beaucoup. Premièrement, c'est juste un petit détail, là. C'est sûr qu'en ce moment, l'équipe canadienne, on essaie de faire le parcours pour se rendre aux Olympiques dans le sens où on doit qualifier le pays en premier. Euh, c'est sûr Hmm. que officiellement, c'est pas encore l'équipe des Olympiques. On essaie de tracer justement ce parcours-là pour s'y rendre. Comment j'ai vécu ça, c'était vraiment cool. On avait un camp de sélection final à Montréal. Et suite à ça, on a reçu des appels là, pour se faire dire qu'on faisait partie de l'équipe. C'est vraiment cool. C'est vraiment une belle expérience. Ça fait une belle suite à ma carrière, je trouve. Puis le flag, c'est vraiment tout un sport. Donc, c'est vraiment le fun d'y jouer de un. De deux, on a tellement une belle équipe, là. C'est vraiment des bons joueurs. On s'entend bien. Donc, il y a une très belle chimie à l'intérieur de l'équipe. C'est vraiment cool. Ouais, excuse-moi d'avoir mis la charrue avant les bœufs. L'équipe n'est pas encore qualifiée pour les Jeux olympiques. Mais c'est quoi le processus, justement, là? Ça va être quoi votre processus afin de vous qualifier pour les Jeux d'été de 2028? Tu vois, déjà cette année, en fait, juste pour être honnête, là, le processus n'est pas encore très clair. Tu sais, ils sont pas certains de combien d'équipes ils veulent aux Olympiques. Tu sais, Hmm. on parle de 6 équipes potentielles avec des rosters de 10 joueurs, ce qui est vraiment pas beaucoup. Là. Tu sais, on parle de 5 contre 5, donc ça fait pas beaucoup de joueurs dans une équipe. Mais oui, ça serait 6 pays qui iraient aux Olympiques. Tu vois, déjà cette année, là, on s'en va performer au Panama en septembre. Ça va être un tournoi qui va compter par rapport à notre classement mondial. Donc, je pense qu'il faut terminer top 5 au Panama dans les Jeux panaméricains pour se qualifier aux mondiaux de l'année prochaine. Et suite à ça, je pense que dans le tournoi mondial l'année prochaine, là, si tu finis top 3, tu fais partie des 3 premières équipes qualifiées aux Olympiques pour 2028. Et après ça, c'est un processus qui a à répéter pour la prochaine année. Là. Je sais pas, c'est comme pas clair là, au niveau de IFAF, qu'est-ce qui est à déterminer qu'est-ce qui sera qualifié justement. Là. Donc, on est un peu là-dedans là, en ce moment. On essaie de figure it out. Bon, ben, OK, on va y aller une chose à la fois, une chose certaine, on va te suivre à toutes les étapes. Écoute, je crois vraiment, là, ça serait formidable. Tu sais, si ben, tu seras en mesure de participer aux Olympiques, tu sais, de représenter le Canada après la belle carrière que tu as eue, ça serait pas pire, la médaille olympique avec ta bague du Super Bowl. Est-ce que tu es bien arrivé à ça déjà? Ça serait un mélange assez spécial. Tu sais, les joueurs de foot, on pensait jamais aux Olympiques parce que le sport n'y est même pas. Donc, c'est quelque Mhm. chose qui rend ça accessible. Mais c'est sûr, là, les prochaines années sont super importantes en termes de qualification. Puis, je suis un gars qui va un match à la fois. Donc, c'est sûr que, tu sais, je parlais de c'est compliqué se qualifier parce qu'on ne sait pas encore les détails. Mais à la fin de la journée, si on gagne nos matchs, on devrait être correct. Donc, let's go win. Ouais, j'en doute pas. Mais comment tu as réagi à la nouvelle que les joueurs de la NFL vont avoir l'opportunité de participer aux Olympiques? Parce que oui, c'est du football, mais c'est du flag football, là. Puis c'est vraiment un sport qui est très différent. Tu sais, depuis l'annonce que ça allait devenir un sport olympique, tu sais, je me suis mis à regarder beaucoup plus de faits saillants, de parties de matchs sur YouTube. Je me rends compte que tu sais, ça n'a rien à voir vraiment avec le vrai football. Il y a des similitudes, naturellement. Mais tout d'abord, dis-moi comment tu as réagi à la nouvelle que les joueurs de la NFL vont pouvoir participer aux Olympiques. La première des choses, c'est que c'est pas tout le monde qui peut se rendre en NFL. Tu sais, surtout à des positions comme demi-défensif, receveur, c'est des joueurs tellement athlétiques, c'est les meilleurs athlètes au monde. Donc, tu sais, c'est sûr que ces joueurs-là, euh, tu leur fais un camp d'entraînement d'une semaine en flag, ils vont figure it out. Là. Ils vont savoir c'est quoi les règlements, ils vont apprendre à jouer un peu moins physique. Ça, j'ai comme pas de doute là-dessus. Tu sais, un Justin Jefferson, s'il demande de courir un route un contre un contre un demi-défensif, que ce soit en équipement ou non, je pense qu'il y a des bonnes chances de gagner sa répétition. Donc, je pense que c'est le move à faire. Tu sais, ces joueurs-là vont être capables de s'adapter assez rapidement. Puis je pense que il y a un gros débat en ce moment dans le monde du flag par rapport à ça. Au final, tu les fais compétitionner dans un camp, puis tu vois c'est qui les meilleurs. Là.
si c'est un joueur de flag qui est meilleur qu'un joueur de la NFL, ben, tant mieux, puis ça sera ça. Ouais, tout simplement d'y aller avec les meilleurs, c'est aussi simple que ça. Mais est-ce que tu penses qu'il y a Exact. des positions, la position de carrière qui est bon dans la NFL, c'est sûr que là, il faut que tu sois mobile au niveau du flag football, mais je regardais les faits saillants, par exemple, du carrière américain de l'équipe nationale de flag football. Il est très petit, il est vraiment pas imposant physiquement, mais tu sais, il a des changements de direction qui sont très vifs, il fait des feintes vraiment incroyables. Est-ce que tu penses que ben c'est ça, tu sais, est-ce que les carrières, tu sais, ceux qui jouent dans la NFL, par exemple, pourraient s'adapter au flag football? Est-ce qu'ils ont les aptitudes afin d'être des bons carrières au niveau du flag football? C'est tellement intéressant comme discussion parce que ça dépend du Mm. système. Tu sais, tu vois, les États-Unis, là, on a joué contre eux à LA justement en juin. Et eux, leur système, ils ont un système à deux carrières, en fait. T'as Houche, qui était un bon carrière que tu viens de parler, le numéro 7, très rapide, Ouais, salut, ouais. très petit. Mais tu as le numéro 14 aussi, Pablo, qui est un receveur, mais il est capable de lancer aussi. Donc, tu sais, ils ont beaucoup de jeux où est-ce qu'ils vont se faire des latérales, puis essayer de trouver un joueur ouvert ou se relancer le ballon, ou là, s'il y a une situation un contre un cover defender ou un rusher qui vient leur mettre de la pression, ben, on va essayer de gagner en courant, en faisant des moves. Donc, c'est un style de jeu qui est différent. Par contre, nous, on a Michael O'Connor qui a joué dans la Ligue canadienne, je pense, 3 ans, qui est un carrière qui a un excellent bras. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le met à une certaine distance du centre. Donc, souvent, on va être à 10, 11 verges du centre. Et lui, ça lui permet d'avoir assez de temps pour lancer des balles assez longues. Tu sais, c'est pas un terrain qui est long. C'est un terrain de 50 verges de longueur par 25 verges de large. Donc, si tu as un bon bras, tu es capable de compléter des passes assez précises là, dans le field. Donc, tu sais, ça fait qu'un carrière qui a un excellent bras a du succès dans ce sport-là. Tu sais. Puis c'est pas quelque chose que Pablo et Ouche, c'est pas leur qualité primaire d'avoir un excellent bras ou être précis. Eux, c'est vraiment, c'est ça, c'est le fait qu'ils sont super athlétiques qui font en sorte qu'ils ont du succès au flag. Je te dirais que c'est deux systèmes complètement différents. Tu sais, nous, on a gagné justement contre les USA parce que Michael était probablement le meilleur carrière dans le tournoi de par le fait qu'il est super précis, est capable de compléter des Mhm. longues balles. Et, tu sais, des longues balles qui sont pas flottantes. Là. Tu sais, on parle d'un in à 14 verges, rajoute à son 11 verges au snap, est capable de lancer ça sur un laser. Donc, c'est sûr que ça l'aide d'avoir un carrière comme ça. Là. Donc, pour répondre à la question, finalement, un carrière NFL serait capable de s'adapter assez facilement. Là. Ouais, en tout cas, ça, c'est un sport que j'ai vraiment hâte de découvrir, que j'ai déjà commencé à découvrir, comme je t'ai dit, depuis l'annonce, hein, mais j'ai hâte de voir la suite des choses, hein. Ça va vraiment être intéressant. En tout cas, je vous souhaite sincèrement d'être en mesure de vous qualifier pour le tournoi olympique de 2028, parce que ça va vraiment être excitant à surveiller. D'ailleurs, j'ai vu sur Instagram, il y a même le carrière des Carabins de l'Université de Montréal, Jonathan Sénécal, qui a commencé à jouer au flag football. Il avait participé au camp d'entraînement. En fait, il avait été repêché par les Alouettes lors du dernier repêchage, était présent au camp. Malheureusement pour lui, il avait été libéré à la fin du camp d'entraînement. Mais ça permet aux joueurs, justement, là, de continuer à jouer. Tu sais, ça devient une belle option qui n'existait pas il y a quelques années. Oui, exactement. Puis, tu sais, un gars comme Jonathan Sénécal, justement, c'est un très bon athlète, capable de lancer le ballon, qui pourrait peut-être même jouer receveur. Et tu sais, être un de ces joueurs-là où est-ce que il est super versatile sur le terrain, donc super menaçant pour une équipe défensive ou peu importe. Donc, c'est vraiment une belle avenue pour un joueur comme lui. Là. Ben, excellent. Ben, écoute, Anthony, comme je t'ai dit, on va continuer de te suivre à chaque étape en espérant que vous allez être en mesure de participer aux Olympiques en 2028. Écoute, je te remercie de ton temps. Allez, merci à toi. Parlons maintenant des actualités dans la NFL, Didier. On va commencer par une nouvelle en provenance de Cleveland. Une mauvaise nouvelle en provenance de Cleveland. Tiens, tiens, on dirait que c'est une habitude. Alors que le demi à l'attaque recrue des Browns, Quinton Judkins, a été arrêté à la suite d'accusations de violence conjugale. Oui, c'est une autre mauvaise nouvelle là, pour les Browns, hein. Comme tu viens de le dire, Jodkins, qui était pressenti pour être le demi à l'attaque partant des Browns de Cleveland. Bon, il a été accusé, il n'a pas été reconnu coupable encore une fois, alors on va devoir suivre ce dossier-là.
Mais les Browns, c'est incroyable, Marc-André. Là. Après toute l'histoire de Deshaun Watson, toute la malchance là, qui continue de s'abattre au niveau de cette concession-là, on essaie d'avoir un nouveau départ avec les jeunes qu'on a repêchés, dont notamment Judkins. Et puis là, ben, on va devoir suivre ça afin de voir si il sera présent au début de la saison régulière et s'il sera en mesure de participer au camp d'entraînement du côté de Cleveland. Mais ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle, surtout que du côté des Browns, on veut faire de Judkins notre demi à l'attaque partant. Écoute, il y avait peut-être anguille sous roche cette semaine. J'ai vu une nouvelle passer en disant que Jerome Ford là, allait potentiellement être le porteur de ballon numéro 1 pour amorcer la saison du côté des Browns. Eh bien voilà, Hmm. ça explique un peu Voilà. pourquoi on voyait Jerome Ford, parce qu'au départ, tu te dis Jerome Ford, c'est pas un porteur de ballon, disons, explosif et tout. Mais là, ça explique un peu pourquoi on voit peut-être Jerome Ford amorcer la saison avec les Browns, parce que justement, Christian Jenkins pourrait être dans l'eau chaude, il pourrait être passible d'une suspension par la NFL. Le bloqueur à gauche des Bucks de Buccaneers, oui, de Tampa Bay, Tristan Wirfs, va rater le début de la saison en raison d'une blessure à un genou. Ça, Didier, c'est une énorme perte pour les Buccaneers. Oui, parce que Worth, bon, il est un des meilleurs bloqueurs à gauche de la NFL. Hein. Alors, la ligne à la carte des Buccaneers est une force. Worth portait une orthèse là, depuis la fin de la saison, en fait depuis le début des entraînements durant la saison morte des Buccaneers de Tampa Bay. Il portait une orthèse. On espérait qu'il serait en mesure d'éviter une intervention chirurgicale, mais là, à quelques jours même du début du camp d'entraînement, bon, c'est rendu à l'évidence qu'il va devoir être opéré. Ça va en faire en sorte qu'il va être sur la liste des blessés pour un minimum de 4 matchs. Donc, il va rater assurément les 4 premières rencontres de la saison des Buccaneers de Tampa Bay. Alors, comme tu l'as dit, c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour les Bucs qui misent sur un des meilleurs bloqueurs à gauche de la NFL habituellement. Alors, Tristan Wirfs, oui, qui va rater le début de la saison à Tampa Bay. Wirfs, c'est l'un des rares à avoir été nommé sur l'équipe d'étoiles comme bloqueur à droite et comme bloqueur à gauche dans sa carrière. Ça, c'est Oui, un fait assez rare dans la NFL. Et on parlait la semaine dernière avec Gilles de Bucky Irving, là, puis moi, je pense que ça peut avoir des répercussions sur plein de choses en attaque, notamment le jeu au sol, Bucky Irving, Rashad White. Oui, c'est simplement un joueur parmi sur la ligne à l'attaque, mais c'est tellement un joueur étoile, un joueur de concession, que peut-être qu'en début de saison, 4 matchs qu'on dit, c'est pas énorme, mais quand même, là, si on commet des difficultés, on commence la saison 1-3, mais on va peut-être avoir des difficultés justement à courir avec le ballon, puis, ou même en protection de passe. Là, Baker Mayfield a connu une saison exceptionnelle l'année passée. Là, il peut peut-être avoir des difficultés, avoir moins de temps à trouver ses receveurs, commettre plus d'erreurs. On le sait que en début de carrière, Baker Mayfield n'était pas le receveur, était un corps arrière quand même, qui commettait beaucoup de revirements. Donc, j'ai bien hâte de voir quel genre d'impact ça peut avoir sur l'attaque en général des Buccaneers, notamment en début de saison. oui, ce sera surveillé une fois que la saison régulière va commencer. Ben écoute, Marc-André, lors des derniers jours, j'ai eu la chance de m'entretenir avec le garde québécois des Falcons d'Atlanta, Mathieu Bergeron. Mathieu, qui était à Atlanta, il a passé la grande majorité de sa saison morte là-bas afin de s'entraîner en vue de sa 3e saison. Oui, déjà une 3e saison pour Mathieu Bergeron avec les Falcons d'Atlanta. On n'a pas juste parlé des Falcons, on a également parlé de certains de ses intérêts personnels, notamment Mathieu, qui est un grand fan de courses automobiles. Alors, je vous invite à écouter ou à regarder ma conversation avec Mathieu Bergeron des Falcons d'Atlanta. Mathieu, merci d'avoir accepté mon invitation. Il n'y a pas de quoi. Je suis vraiment content d'être ici, puis j'ai hâte de parler football, puis un peu de la vie avec toi. Ça va être fun. Ben ouais, ben tout d'abord, dis-nous comment se passe ta saison morte, là, ta préparation en vue du camp d'entraînement. C'est fou, Mathieu, comment ça va vite, parce que là, ça va être quoi? Ça va être ta 3e saison déjà là, dans la NFL avec les Falcons. Ouais, ça passe vite. À la première game de la saison, ça va être mon 35e départ. Donc, le temps passe vraiment vite, mais l'off-season se passe bien. Je suis resté à Atlanta justement pour m'ajuster à la température, pour être prêt au camp d'août. Donc, j'ai passé l'été à Atlanta, puis c'est vraiment une bonne été. Beaucoup d'entraînement, puis là, c'est bientôt le temps là, de retourner au travail. Ouais, puis là, tu disais qu'en dehors des zones là, qui faisait chaud, très chaud à Atlanta, là, on parle de combien de degrés là, environ là, qu'il fait avec l'humidité, là? Ah ben l'humidité, c'est vraiment ça qui est le pire à Atlanta, je te dirais.
Mais je te dirais en moyenne, c'est dans les 30, 32, là, puis ça, c'est sans compter l'humidité. Mais comme après une semaine, deux, là, tu t'habitues. Puis là, c'est comme si pas je le sens plus, là, parce qu'il fait vraiment chaud, mais comme on dirait mon corps puis mon mental est comme habitué à la chaleur. Puis c'était ça le but derrière ça, c'est vraiment d'être arrivé prêt au camp, puis juste de pouvoir me concentrer sur le football, puis pas avoir à mettre genre de la tête ou de la pensée à genre la température puis à tout ça. Là, donc. Ouais, est-ce que tu avais trouvé ça difficile lors de tes deux premiers camps, c'est justement la température qu'il y a à Atlanta lors du camp d'entraînement? Ah ouais, vraiment difficile. Puis je pense que c'est un facteur pour tout le monde qui ont jamais joué dans ce milieu-là. C'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence. Donc prendre soin de ton corps et avoir une bonne routine, je pense que c'est quelque chose que tu peux faire pour mettre de l'avant tes performances durant le camp. Ouais, puis comme on le disait, là, ça va déjà être ta troisième saison. Euh, tu sais, maintenant, tu es rendu un vétéran, là, rendu à 3 saisons dans la NFL. Mhm. La carrière moyenne dans la NFL, pour les gens qui ne le savent pas, c'est 3 ans, là, 3,2 saisons, je crois. Puis Mhm. là, ben là, t'es rendu un vétéran au sein des Falcons. Premièrement, félicitations, c'est vraiment un bel accomplissement de ta part. Mais là, tu te sens comment, justement, en ayant un bagage d'expérience? Comme tu l'as dit, ça va être ton 35e départ lors du tout premier match de la saison. Fait que tu vois ça comment, là, cette saison-là qui s'en vient pour toi, maintenant que tu as de l'expérience derrière la cravate? Ah ben comme tu l'as dit tantôt, je pense que la troisième année, je pense que c'est une des années les plus importantes tu sais, d'une carrière d'un joueur de football parce que c'est là qu'il y a des discussions, on commence à parler pour le futur, pour rester dans l'équipe. Puis aussi, comme tu l'as dit, la carrière moyenne, c'est de 3 ans. Donc, tu sais, en peu d'années, j'ai vu du monde rentrer puis sortir. Puis je pense juste le fait d'être encore là puis d'encore d'avoir une job pour la prochaine saison, c'est quelque chose que je suis vraiment choyé, puis que je sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, mon but derrière ça, c'est vraiment de continuer à travailler, puis d'essayer de garder ça, puis de continuer à m'améliorer pour devenir le meilleur joueur de football possible. Ouais, puis en tout cas, ben, t'es tellement un joueur concentré, tu sais. Toi, Benjamin Saint-Just, vous êtes des hommes, des jeunes hommes qui êtes vraiment à votre affaire. Ça, c'est quelque chose que j'admire de vous, parce que quand j'avais votre âge, moi, j'étais pas tout à fait aussi concentré que vous. Alors, c'est la vérité quand même, là, tu sais, c'est la vérité, parce que tu sais, il y a beaucoup de distractions, tu sais. Même quand tu es à l'université. Tu sais, il y a constamment des distractions, il y a constamment des parties, il y a des choses à faire. Puis quand tu es un joueur de football, bon, tu sais, les gens veulent toujours t'attirer dans certaines directions. Mais le fait que tu es en mesure de rester concentré, comme c'était le cas durant ta carrière à Syracuse, puis tu l'es toujours, tu sais, comme tu viens de le dire, tu es conscient que la troisième année pour un joueur dans la NFL, c'est vraiment une saison importante. Moi, je veux juste te dire que tu as vraiment toute mon admiration là, d'être travaillant, puis d'avoir tes priorités à la bonne place, finalement. C'est ce que j'essaie de dire. Exact. Mais tu sais, j'apprécie vraiment beaucoup. Puis je pense que si je peux dire quelque chose pour les athlètes qui sont en train de travailler puis qui aimeraient ça se rendre à ce niveau-là un jour, je pense que c'est important d'avoir une certaine balance, tu sais, dans ta vie, puis que tout est balancé, que tu sois capable, qu'il n'y ait pas une chose dans ta vie qui affecte l'autre, dans le fond, que tu sois capable d'avoir du fun, sortir avec tes amis. Je pense que c'est important parce que ça t'aide au niveau mental de décrocher du football. Puis aussi, que ça vienne pas affecter aussi tes heures d'entraînement. Si tu sors avec tes amis et tu n'es pas capable d'aller à l'entraînement le lendemain, il y a quelque chose qui est pas, il y a quelque chose qui est pas correct, tu comprends? Donc, juste avoir une bonne balance puis avoir une vie stable, je pense que c'est déjà la moitié du combat et ça va t'aider là, dans tes performances. Ouais, non, ça c'est vraiment bien dit parce que en plus, c'est les activités, comme tu dis, il faut avoir un équilibre, mais toutes les autres activités, elles vont toujours être là une fois que ta carrière est terminée. Tu sais, toutes les activités que Ah, tu fais avec exact. tes amis, tout ça, mais ta carrière, tu sais, ça va être court, là, peu importe, même si tu joues 10 ans dans la NFL, tu vas avoir terminé, puis tu vas être au début de la trentaine, là, ou au milieu de la trentaine. Donc, ça passe vraiment vite. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu apprêtes déjà à jouer ta troisième année, puis tu m'as l'air vraiment d'être conscient de ça, puis de saisir ton opportunité. Ouais, vraiment, ça passe vite. Comme on l'a dit tantôt, je pense que on dirait qu'hier, j'étais au repêchage, puis j'étais stressé de savoir où j'allais jouer. Puis maintenant, je suis déjà dans ma troisième année. Donc, quand tu es dedans, on dirait que c'est comme une éternité. Mais quand ça roule, là, ça passe tellement vite. Puis, comme je te dis, faut pas qu'il y ait des choses de ta vie extérieure qui viennent affecter ça. Parce que c'est tellement une chance spéciale qu'on n'a pas le choix, que c'est notre devoir, justement, de prendre ces chances-là, puis de prendre cette opportunité-là, puis d'en faire le plus possible.
Ouais, ta troisième année à Atlanta. Atlanta, c'est une ville où il y a beaucoup de culture. C'est une ville qui est particulière aux États-Unis, notamment. Il y a une grande communauté noire à Atlanta. Dis-moi, là, tu sais, comment tu aimes la ville d'Atlanta? Tu sais, maintenant, ça fait 3 ans que tu es là. Qu'est-ce que tu as à nous dire à propos de cette belle ville? Ah, Atlanta, c'est une ville extraordinaire. Le seul point négatif que j'ai, c'est le trafic. Mais un coup que tu as passé ça, puis que Est-ce que c'est tu sais pire que le comment trafic de profiter. Montréal? Ça, c'est la question que j'ai pour toi. Est-ce que Ah, c'est pire que la circulation montréalaise? ah ouais, vraiment un peu. Il doit Parce que pas avoir autant c'est de cônes le trafic. orange, là, je peux pas croire. Voilà, c'est ça. Il y a un peu moins de cônes orange, mais tu sais, c'est du trafic à 5 voies, puis on dirait que c'est du trafic constant. Que ce soit 8 heures du matin ou 8 heures le soir, on dirait que le trafic est toujours là. Fait que c'est ça le petit truc que j'ai à dire sur Atlanta, mais comme tu l'as dit tantôt, je pense que la culture, c'est une ville qui est qui est vibrante. La nourriture, il y a toujours plein d'activités, toujours plein d'artistes. Les équipes sportives, comme je te dis, il y a toujours quelque chose à faire, puis c'est vraiment le fun. Puis même mes amis sont venus passer le 4 juillet ici, puis on a fait plein d'activités. Donc, je suis vraiment choyé. Je sais que j'aurais pu tomber dans une ville un peu moins vibrante, puis un peu plus plate, mais je pense que c'est le Mhm. fun parce que c'est facile de décrocher. Je peux dire, oh, on va aller prendre un souper en ville ou on va aller regarder les Hawks jouer un match de basketball ou aller voir les Braves jouer. Donc, c'est vraiment le fun parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Ouais, définitivement. Écoute, la saison morte a été occupée du côté des Falcons. Euh, Puis là, à quoi tu t'attends de la part de Michael Penix? Il a été en mesure de démontrer de belles choses l'année dernière. Tu le côtoies régulièrement, bien sûr. Tu es en charge de devoir le protéger. À quoi tu t'attends de la part de Michael Penix lors de sa deuxième année? Ben, tu sais, je pense que tous les joueurs font. Si tous les joueurs euh, prennent le off-season au sérieux, je pense que c'est là que tu vois qu'il va y avoir un step dans leur jeu. Donc, je m'attends à ça avec Michael, que la première année, la deuxième année, si je regarde moi mon propre film, c'est là que j'ai eu le plus gros step de ma carrière. C'est là qu'on a vu les améliorations. Donc, je pense pour Michael, ça va être la même chose. Puis je sais que Michael la tête à la bonne place. Puis je sais aussi que il est ici à s'entraîner aussi à Atlanta. Il pourrait être un peu partout faire la star ou faire plein d'événements, mais ici, il s'entraîne. Puis il est vraiment focus. Donc, je pense que il va avoir une très belle année. Puis comme je te dis, on cogne sur du bois pour qu'il reste en santé puis qu'on réussisse à aller aux séries, là. Ouais, faut que je te pose une question sur Bijan Robinson parce que c'est tellement un joueur populaire. Je sais qu'il y a plusieurs gens qui regardent le podcast ou qui écoutent le podcast qui sont des fans de Bijan Robinson. Puis c'est un joueur très populaire en vue de la prochaine saison. En termes de Mhm. fantasy football aussi, il est classé numéro un sur la majorité Mhm. des sites. Mais encore une fois, toi qui le côtoies, qu'est-ce que tu peux nous dire de Bijan Robinson? C'est que tu vois que nous, on voit pas. Tu viens de nous parler de l'éthique de travail de Michael Penix. S'il y a quelque chose qui ressort de la part de votre porteur de ballon étoile. Ah, ben, c'est une personne extraordinaire. Je pense que si, tu sais, quand les gens parlent de Bijan, ils parlent de son talent, ils parlent de ce qu'il fait sur le terrain, mais les gens parlent pas assez de ce qu'il fait à l'extérieur du terrain. Puis ça, c'est quelque chose que jamais, que je veux dire, c'est que Bijan, c'est une personne extraordinaire que peu importe t'es où sur le depth chart, peu importe t'es quelle personne dans l'équipe, ton rôle dans l'équipe, Bijan, il traite tout le monde avec du respect. Puis je pense que c'est pour ça que Bijan a le respect de tout le monde à Atlanta. Pas non seulement les joueurs, mais je te parle de tout le monde dans la ville. Tout le monde apprécie Bijan, puis il redonne beaucoup à la communauté. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut highlight de Bijan. Que, oui, c'est un joueur extraordinaire. C'est un des meilleurs joueurs de football que j'ai jamais vu de ma vie en live. Mais c'est une personne aussi très extraordinaire. Ah ben ça, c'est vraiment bien. Puis il y a un joueur à Montréal qui connaît un excellent début de carrière. Là. Je parle des Alouettes, de la Ligue canadienne. C'est ton grand ami Jeff Quentin Arcou. Vous étiez coéquipiers ensemble à l'Université de Syracuse. Avant qu'on commence l'enregistrement de notre conversation, bon, tu me disais que tu regardais les matchs des Alouettes quand tu en avais l'occasion, que tu as regardé le match contre les Lions de la Colombie-Britannique. Euh, Jeff et Pat, là, depuis son arrivée l'année dernière en tant que joueur recru avec les Alouettes, il connaît vraiment un bon début de saison. À quel point, justement, tu es en communication toujours avec Jeffrey, puis à quel point tu es peut-être même impressionné par son début de carrière avec les Alouettes? Ah, mais c'est sûr que, tu sais, moi puis Jeff, on a commencé ce processus-là ensemble. Ça a été mon coloc à Syracuse. Ça a été mon premier coloc à Syracuse. Puis on a commencé ensemble, on est arrivé en même temps
juste de voir, d'avoir du succès à Montréal devant sa famille, ses amis. Puis Jeff a travaillé vraiment fort pour être où ce qu'il est. Puis je pense que, genre, pas avoir son opportunité à NFL, je sais que ça l'a donné un focus puis une confiance en lui-même de foncer à Montréal. Puis je pense que là, je suis content que tout le monde voit les fruits de ses efforts. Puis j'ai vraiment hâte de le voir continuer à grandir en tant que joueur. Ouais, moi j'ai bien hâte de voir la suite des choses pour lui cette saison. C'est tout un départ de la part de Quentin Arcou. Bon, écoute, on a parlé de football beaucoup, mais je sais que tu as d'autres passions. Tu as fait allusion à ça, tu sais, dans tes temps morts, tu essaies de profiter de la vie aussi. Puis j'ai remarqué sur ton compte Instagram, tu sais, souvent dans tes stories, tu y vas de publications. On te retrouve régulièrement à des courses automobiles. Je sais que tu rates jamais le Grand Prix de Formule 1 lorsqu'il est présenté à Montréal, mais pas juste ça. On te voit à des courses de NASCAR notamment. Tout d'abord, Ouais. elle vient de où cette passion-là que tu as pour la course automobile? Ben, je pense en grandissant, j'ai toujours eu quelque chose pour les voitures. C'est sûr que c'est quelque chose qui coûte cher, donc c'est pas avant que je sois rendu où ce que je suis et que j'ai pu vraiment tu sais, vivre cette passion-là. Puis pour ce qui est de la course automobile, c'est vraiment durant le processus du NFL Draft. J'ai commencé à écouter la série Drive to Survive, puis ça m'a vraiment accroché. Puis il y a beaucoup de mes amis qui m'avaient conseillé de l'écouter. Donc j'ai commencé à écouter, puis on dirait depuis ce temps-là, c'est comme si je suis pas capable d'arrêter. Donc, tu sais, je suis la Formule 1 depuis ce temps-là. Donc, j'ai eu la chance, grâce à NFL Canada, d'aller aux 3 derniers Grands Prix à Montréal. Puis là, récemment, là, j'ai commencé à aller aux courses de NASCAR parce que, justement, Alvin Kamara, lui, c'est un des représentants de NASCAR. C'est un employé de la NASCAR, justement, puis il a fait un événement où il a apporté des joueurs de football à la course de NASCAR à Miami. Donc, c'était un voyage payé, puis on a pu avoir l'occasion d'apprendre plus sur la NASCAR. Puis là, justement, c'est une photo avec Bubba Wallace. Puis c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant, puis je conseille tout le monde à écouter, là, puis à se mettre là-dedans. Ouais, parce que il y a bien des gens qui sont devenus des nouveaux fans de la Formule 1 grâce à la série sur Netflix que tu viens de mentionner. Donc, t'es pas le seul là, tu sais, qui a appris à découvrir ce sport-là. Je te demande, qu'est-ce que tu préfères, Formule 1 ou NASCAR? Où est ton cœur, là? Est-ce que tu Euh, as une série que tu préfères ou? moi, je suis un fan de Formule 1, mais je pense que ce qui est le fun avec la NASCAR, c'est que la NASCAR, c'est plus accessible par rapport monétairement aussi, par rapport à l'accès aux conducteurs. Puis c'est vraiment un esprit familier, je dirais, la NASCAR. C'est vraiment humble. Et la Formule 1, je trouve que c'est un peu plus hautain. Tu vois, il y a des gens qui sont là, puis tout Ouais. le monde est bien habillé. Les prix des billets sont vraiment chers. Donc, c'est un peu plus difficile d'accès. Mais je pense que ça fait partie de ce qui est beau de la Formule 1. Donc, je pense que les deux ont des pour et des contre. Mais c'est deux belles ligues, là. Ouais, puis dis-moi une chose, est-ce qu'il y a une chose que tu as découvert, parce qu'on a vu là les photos tout à l'heure, tu sais, t'as eu la chance de te retrouver dans les paddocks, de rencontrer des pilotes. Donc, tu sais, t'as pu observer la course automobile de près. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de ce sport-là que tu connaissais pas avant, puis là que tu as remarqué puis qui t'impressionne énormément? Ben, je pense que c'est la valeur. C'est à quel point ça coûte cher. Pour ce qui est, tu sais, juste un volant de Formule 1, là, le volant avec en fibre de carbone, ça, c'est 500 000 $. Ça, c'est juste un Wow! volant. Donc, s'il y a un accident ou quelque chose, faut que tu en aies un autre. Puis aussi, j'ai appris que parce que Michael Jordan est rentré en NASCAR, il a sa propre équipe, l'équipe 23, puis il a acheté ça pour au-dessus de 20 millions de dollars. Donc, ça montre à quel point c'est dispendieux. Puis, ouais, c'est ça. C'est pas un sport pour tout le monde. C'est pas monsieur et madame tout le monde qui peuvent rentrer dans ce sport-là, mais c'est vraiment le fun à regarder. Ouais, ben écoute, Mathieu, je vais te souhaiter de signer une prolongation de contrat avec les Falcons qui va te permettre peut-être de devenir propriétaire, que ce soit minoritaire, majoritaire, peut-être d'une équipe je veux dire de NASCAR, parce que j'imagine que ça doit coûter moins cher, comme tu l'as dit, qu'une écurie Ouais, de c'est ça. Formule 1. Exact. Ouais, c'est vraiment plus accessible.
Puis on se croise les doigts, on sait jamais. C'est sûr que ça sera un rêve accompli, mais on va voir. Ben oui, écoute, on voit de plus en plus d'athlètes professionnels, justement, investir dans des équipes sportives, devenir un propriétaire minoritaire ou avoir des parts. Ça, c'est toujours des bons investissements, là. Tout, que ce soit les ligues ou les séries de courses automobiles, ça fait juste prendre de la valeur. Alors, ce sera un bon investissement, mais écoute, j'ai pas besoin d'être ton planificateur ou ton conseiller financier. Je suis sûr que tu dois en avoir un bon déjà. Mais écoute, Mathieu, je te remercie. Je sais que tu es occupé. Je te remercie d'avoir pris de ton temps afin de nous jaser parce que tu sais, les gens au Québec te suivent lorsque les Falcons jouent les dimanches ou les lundis soirs, peu importe. On regarde toujours voir comment le numéro 65 performe comme à l'époque avec Laurent Duvernay-Tardif. Puis je vous souhaite Ouais. d'atteindre votre plein potentiel cette année et de participer aux éliminatoires. Je te souhaite de tout cœur pour une première fois te voir en éliminatoire. Écoute, moi je serais heureux de te voir sur le terrain et d'avoir une chance justement d'accéder au Super Bowl. Ben, gros, merci, j'apprécie vraiment. C'est sûr que ce serait le fun de faire une entrevue là, sur le terrain au Super Bowl avec des confettis. C'est sûr que ça serait un rêve. Puis j'espère vraiment, comme je te dis, je pense que tout le monde a le bon mindset cette année. Tout le monde, je pense que les choses sont alignées comme quoi qu'on aurait une chance d'aller en série. Juste faire les séries, pour moi, serait un rêve parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. Puis c'est quelque chose qui est vraiment difficile dans la NFL. Donc, j'apprécie vraiment le sport, que ce soit non seulement toi, mais tout le monde au Québec. Comme je te dis, ça fait vraiment chaud au cœur. Puis c'est pour ça aussi que je m'entraîne autant fort puis que je focus sur mon travail. C'est parce que pour pas. Je sais que j'ai une chance, tu sais que c'est pas tout le monde qui a. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est mon devoir tu sais, de vraiment fulfill mon opportunité. Là. Ouais, puis tu le fais admirablement bien, comme je te le disais tout à l'heure. Tu es concentré, tu es focus, continue comme ça. Lâche pas, Mathieu, on t'encourage. Puis, écoute, t'as tous les amateurs de football du Québec derrière toi. Fait que, écoute, je te souhaite de profiter du reste de ton été, puis surtout ben, d'avoir une excellente saison 2025. Un gros merci, j'apprécie beaucoup. À la prochaine. On jase maintenant de fantasy football, comme je le disais lors de l'ouverture de l'épisode. Bien, Marc-André, tu vas maintenant dévoiler la deuxième portion de ton top 40 à la position de porteur de ballon en vue de la prochaine saison. La semaine dernière, si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, bien, il y a l'ancien demi à l'attaque de la conférence du Big Ten et ancien porteur de ballon de la Ligue canadienne, Gilles Lézy, qui s'est joint à nous afin de discuter du top 20 à la position de demi à l'attaque en vue de la prochaine saison de fantasy football. Alors aujourd'hui, on va commencer avec la position 21. Toi, en 21e position, ben, tu as le demi à l'attaque recrue des Chargers de Los Angeles, le gros porteur de ballon explosif Omarion Hampton. Parenthèse sur Gilles, là, il aimait son Big Ten. Hein? À chaque fois qu'il y avait un porteur de Ouais. ballon dans le Big Ten, il nous rappelait que le porteur de ballon avait joué pour telle université dans le Big Ten. C'est correct. C'est un lien de cœur. Là. Je pense qu'on est dans le Big Ten une fois. On a un lien de cœur avec cette conférence-là. Bref, j'ai trouvé ça très drôle. Bref, ça m'a fait sourire quand, La à chaque fois fierté que de c'était Gilles, comment. on sentait son élément de fierté Exact. pour sa conférence. Exact, exact. Commençons, mais là, il est pas là cette semaine. C'est moi qui ai la science infuse. Je vais pouvoir. Tout ce que je vous dis ici, c'est la vérité. Non, on commence par Omarion Hampton, le porteur de ballon des Chargers de Los Angeles, en 21e position. Il pourrait augmenter dans les rangs fantasy, dans les classements fantasy, parce que je sais qu'on a balayé là, du revers de la main l'agent de Najee Harris, sa blessure à l'œil subie le 4 juillet avec des feux d'artifice, là, mais écoutez, c'est peut-être inquiétant. Là. Je ne sais pas si on va avoir des répercussions là-dessus. Marion Hampton, si Najee Harris a des complications d'ici le début de saison, peut-être que Marion Hampton là, va assurément, en tout cas pour moi, intégrer mon top 20 parce que justement, il est un porteur de ballon vraiment talentueux. En 22, nous avons David Montgomery, un porteur de ballon qui est un modèle de constance depuis, en fait, depuis qu'il est avec les Lions de Détroit. Là, avec les Bears, c'était un peu plus difficile. C'est comme une vieille Honda Civic, là. Ça pète pas. Tu sais qu'est-ce que ça va te donner. Ça va te rendre du point A au point B. Tu peux avoir besoin de ce genre de porteur de ballon-là dans une équipe fantasy. En 23, nous avons Tony Pollard. Plus un Non, vieux tu connais. Dodge Ram, peut-être, là. Étant donné que Montgomery est robuste quand même, là. C'est mieux qu'une Honda physique. Il y a l'élément robustesse. Non, Ouais, je tu comprends, penses mais pas? ben, toi, tu pollues plus que moi, là. Moi, j'avais dit une Honda Civic. Toi, tu veux brûler plus d'essence que moi avec ton Dodge Ram.
Ah ouais, ben là, j'ai pas tenu ça en ligne de compte dans ma comparaison. Mais bon, je vais pas te Moi, je dérouter, suis, continue. moi, je suis pro-environnement Didier là-dedans. Tony Pollard, oui, en 23. Caleb Johnson, que j'adore, que j'ai parlé dans des podcasts précédents, que j'adore avec les Steelers de Pittsburgh. Je pense qu'il pourrait connaître une bonne saison avec Arthur Smith. On adore le jeu au sol. Et en 25, Trevion Anderson avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. On en a parlé un peu dans l'avant-goût de l'association, de la division Est de l'association américaine la semaine dernière. Je pense que Ramondre Stevenson est encore dans le portrait, mais Trevion Anderson demeure un joueur explosif, un joueur avec un énorme potentiel. Si vous êtes dans des pots de type dynastie, je pense que Trevion Anderson pourrait être intéressant pour vous. Et je vais m'attarder au cas de David Montgomery, au Dodge Ram polluant, qui est David Montgomery avec les Lions de Détroit. Didier, en 2024, il a terminé comme pour les points par match, il a terminé au 16e rang à la position de porteur de ballon. On l'a repêché au 21e rang. En 2023, il a terminé au 15e rang, on l'a repêché au 35e rang. Donc, on voit que David Montgomery, rapport qualité-prix, il est excellent. Je me questionne encore, je sais que Jahmyr Gibbs prend toute la place au niveau fantasy. On le repêche dans le top 3, même dans le top 5, assurément, de vos repêchages fantasy. Mais je me questionne si, avec un David Montgomery en santé, parce qu'il est revenu assez rapidement l'année dernière, on a vu qu'il n'avait pas la même explosivité mais après une saison morte où il a pu s'entraîner, je pense peut-être qu'il pourrait être encore le choix là, dans la zone payante. Et on sait que les Lions, l'année dernière, ont terminé au premier rang dans la NFL pour les courses à l'intérieur de 5. Et ça, c'est le pain et le beurre là, de David Montgomery dans une saison. Montgomery, 27 touchés en 32 matchs avec les Lions avec les Lions de Détroit. C'est vraiment un modèle de toucher. On sait que au fantasy, les touchés, c'est important. Ça vaut 6 points d'une seule shot, comme on dit. Et aussi, c'est un joueur sous-estimé là, dans le jeu aérien, Montgomery. 36 catchs la saison dernière, 361 verges. Est-ce que je pense qu'il pourrait avoir moins d'opportunités en 2025? Peut-être, mais reste que courir, c'est l'identité des Lions. Je pense que Montgomery, même si c'est un porteur de ballon clairement numéro 2 à la position 21, je pense que dans des formations où ce que vous avez pris des chances là, avec vos. Si vous allez repêcher un Christian McCaffrey, par exemple, parce que Christian McCaffrey, on sait l'historique de blessure, je pense que d'avoir quelqu'un qui peut solidifier, qui peut vous donner un plancher comme David Montgomery, ça peut être intéressant dans une équipe fantasy. Ah, moi, je suis un grand fan de David Montgomery. Il est tellement difficile à plaquer. C'est un joueur qui joue avec énormément de détermination. Tu sais, il refuse d'aller au sol. Combien de fois on le voit se battre pour aller chercher des verges additionnelles. Mais t'as amené un bon point, puis c'est ça qu'on oublie dans l'évaluation de Jahmyr Gibbs. C'est la blessure de Montgomery l'année dernière qui a fait en sorte que Gibbs a été encore plus utilisé que lors de la saison précédente. Alors, si Montgomery est en santé pendant toute la saison, peut-être que Gibbs ne sera pas aussi productif qu'il l'a été en 2024. Maintenant, on va se concentrer sur les positions 26 à 30 de ton top 40 à la position de porteur de ballon. Et ça commence en 26e position avec Isaiah Pacheco, le demi-offensif des Chiefs de Kansas City. Le porteur de ballon qui court comme si c'était la dernière course de sa vie à chaque portée. Isaiah Pacheco. En 27, Aaron Jones, le porteur de ballon des Vikings du Minnesota. En 28, Brian Robinson, qui est avec les Commanders de Washington. C'est un joueur Brian Robinson qui pourrait peut-être descendre dans mon classement. Là. Je ne sais pas trop quoi penser de l'attaque au sol des Commanders cette saison. On a fait l'acquisition de Laramie Tunsil, ça devrait aider le jeu au sol, mais Brian Robinson, bref, ce sera une discussion pour un autre jour. En 29, DeAndre Swift, le porteur-ballon des Bears de Chicago. Ce qui est intriguant, c'est que Ben Johnson, avec les Lions, lorsque DeAndre Swift, on l'a échangé aux Bears, on l'a échangé aux Eagles en fait, on l'a libéré. On l'a-tu libéré? On l'a échangé aux Eagles? Non, on l'a libéré. Il a signé avec les Eagles par la suite lorsque Je me Ben souviens Johnson pas, hein? était coordonnateur à l'attaque En tout cas, bref, il s'en est débarrassé. C'était ça mon point. Lorsque Ben Johnson était coordonnateur à l'attaque des Lions. Donc, je me demande s'il y a un mariage ici qui pourrait être un peu euh, tumultueux dans le cas de DeAndre Swift. Et en 30, RJ Harvey, le porteur de ballon des Broncos de Denver. RJ Harvey, son étoile a un peu pâli récemment. On a dit que J.K. Dobbins pourrait être le porteur de ballon numéro 1 de l'équipe en début de saison. Donc, ça leur refroidit un peu les ardeurs des gens qui voyaient RJ Harvey connaître d'entrée de jeu du succès. Et je veux m'attarder à Isaiah Pacheco, le gars qui court comme si sa vie en dépendait. Euh, je trouve ça intéressant. C'est un des porteurs de ballon, tout le monde, que j'aime beaucoup
Isaiah Pacheco, on peut l'avoir assez loin dans des repêchages. On parle dans des rondes médianes, voire tardives de vos repêchages. Il s'est fracturé le péroné lors de la semaine numéro 2 et il a essayé de revenir par la suite lors de la semaine numéro 14. Et on a vu que c'était pas le même joueur, là. Écoute, il y a seulement une course de plus de 15 verges à partir de la semaine numéro 13 sur 83 courses totales. Vraiment, il y avait quelque chose qui cloche. Par contre, lors des 2 premières semaines, il avait plus de 20 opportunités par match lors des 2, comme je le dis, lors des 2 premières semaines d'activité. S'il retrouve ce rôle-là dans l'attaque des Chiefs de Kansas City, je sais que l'attaque est basée sur Patrick Mahomes, sur le jeu aérien, mais je pense qu'Isaiah Pacheco, il ne faut pas oublier qu'il a été le porteur du ballon numéro 14 là, pour les points par match en 2023. Et c'était vraiment le candidat de tous là, pour connaître l'éclosion l'année dernière avant qu'il se blesse. Et je pense qu'on peut l'avoir en ce moment en rabais, Isaiah Pacheco. C'est sûr qu'en ce moment, Andy Reid a dit qu'il était, qu'il était complètement rétabli. C'est sûr que les Chiefs, on va dire ça au camp d'entraînement, Didier, mais ça reste à voir sur le terrain maintenant lors de match. Mais je pense qu'Isaiah Pacheco a le potentiel. Là, s'il y a un porteur de ballon dans ce groupe-là, de 20 à 30, qui pourrait intégrer facilement le top 15, je pense qu'Isaiah Pacheco a des bonnes chances s'il est vraiment en santé. Parce qu'on n'a pas fait vraiment d'addition non plus. On y va dans la continuité là, du côté des Chiefs avec Kareem Hunt, entre autres. Puis on a sélectionné un porteur de ballon lors de la troisième journée du repêchage, sans plus. Donc pour moi, ça me dit, si Isaiah Pacheco devient encore l'homme de confiance dans le champ arrière des Chiefs, ça devrait être intéressant dans ce cas. Ouais, une chose qui a été surveillée du côté de Pacheco, bon, tu as fait allusion à ça. C'est un coureur qui est intense, hein, on le sait. Moi, j'adore le voir jouer, mais il n'est pas imposant physiquement. Il absorbe beaucoup de contacts. Et généralement, les porteurs de ballon qui ont ce style-là, cette combinaison-là, tu sais, de robustesse, mais qui ne sont pas imposants physiquement, qui sont des coureurs intenses, leur carrière n'est pas très longue. Alors, c'est ça que je me demande. Cette fracture-là, une jambe qu'il a subie l'année dernière, est-ce que ça ne signifie pas le début, je ne veux pas dire le début de la fin, mais de ralentissement dans son cas? Parce que, comme tu l'as si bien dit, à chaque fois qu'on lui remet le ballon, depuis le début de sa carrière, là, c'est comme si là, il court, comme si là, sa vie en dépendait. J'adore ça de lui, mais j'ai hâte de voir ça en raison de son style de jeu jumelé à son petit gabarit. Est-ce qu'on ne va pas assister au début là, du ralentissement de la production d'Isaiah Pacheco? On va surveiller ça. Maintenant, position 31 à 35. Et je ne sais pas sur quel pied danser chez les Giants, vous allez le voir. En 31, j'ai mis Tyron Tracy. Et en 32, j'ai mis Scadebo, la recrue. Je sais pas, Didier, où que ça s'en va, les Giants. Je sais pas si tu as une idée. Ah, ben écoute, Tracy, on l'a vu être productif. L'année dernière, ça a Mhm. été une belle trouvaille à Joe Shane. On le critique avec raison, mais ça, il a fait du bon boulot. Je crois que Tyron Tracy, ça n'avait pas été un choix de 5e ronde. En tout cas, bref, peu importe. Il a connu une belle saison pour les Giants de New York. Ça a été un des rares points positifs, lui et Malik Neighbors, du côté de l'attaque. Mais Scadebo, j'ai hâte de le voir parce que il n'est pas très rapide. Il a connu une très belle carrière l'année dernière avec les Sun Devils de l'Université d'Arizona State. Il était l'attaque des Sun Devils. OK, c'est incroyable que cette équipe-là se soit rendue en éliminatoire parce qu'il n'y a aucun joueur de l'équipe qui a été repêché, mis à part Scaribo. Alors ça te dit à quel point qu'il avait un impact. Le football universitaire, c'est différent hein, Mhm. de la NFL. Et en raison de son manque de vitesse, en a un autre, le porteur de ballon, qui est très robuste. Tu sais, on vient parler d'Isaiah Pacheco, de David Montgomery. Mais il court avec ce genre d'intensité-là. Il refuse d'aller au sol. Mais en raison de son manque de vitesse, je me demande, est-ce qu'il va pouvoir connaître du succès dans la NFL? Si j'avais à miser sur un des deux porteurs de ballon des Giants, Tracy serait mon choix, sans même y penser deux fois. Là. Calebo, on dirait que tu le regardes à la télé, sur vidéo, tu te dis, mon Dieu, ce gars-là a rien. Pourquoi qu'il est dans la NFL? Pourquoi qu'il a connu du succès? Mais crime, ça fonctionne. C'est ça Il qui a est beaucoup de étrange. cœur. Hein? Exact, c'est ça, ça fonctionne. Des fois, ça te prend ça aussi. Il n'y a pas juste le talent d'envie. Tu sais, ça me fait penser un peu. Tu te souviens de Philip Lindsay, qui est un porteur de ballon avec les Broncos de Denver. C'est un peu le même Oui, genre oui, de oui, joueur. oui. Ce gars-là n'avait pas beaucoup de talent, mais il venait de Denver, jouait pour les Broncos, l'équipe de son enfance. Bref, Mais Lindsay était des fois, rapide quand même. Tu sais, moi c'est ouais. vraiment l'aspect de vitesse de Scaribo. Tu sais, dans la NFL, là, ça a bien été pour lui dans les rangs universitaires. Il y a des bons changements de direction, donc il est vif. Mais sa vitesse en ligne droite,
Dans la NFL, là, il y a vraiment une grande différence en termes de qualité d'athlète comparativement au football universitaire. Tout le monde est rapide. Alors, c'est ça, je me demande, est-ce que ça va pas lui nuire du côté de la NFL? En tout cas, j'ai hâte de voir ça, parce qu'il y a tellement plusieurs joueurs qui sont des joueurs exceptionnels au niveau universitaire, puis ils arrivent dans Mm. la NFL. Puis là, ben c'est ça, c'est complètement différent. Le jeu est beaucoup plus rapide. Alors, moi, j'ai hâte de voir ça dans le cas de Scotty Bow. Mais il continue, oui. Donc, avec les Oui, positions 31 à 35. ça pour dire que les deux porte-ballons des Giants, ça va être à voir au camp. Ils vont sûrement se décoller là, dans Mhm. mon classement fantasy lorsqu'on va avoir un peu ce qui se dessine dans le champ arrière. En 33, nous avons Ramondre Stevenson des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. En 34, Travis Etienne. Quelle descente aux enfers au niveau fantasy pour Travis Etienne, qui est un C'est choix de incroyable, hein? première, voire deuxième ronde, exactement. Et Javonte Williams en 35. Ça aussi, il est présentement le porteur de ballon numéro 1 des Cowboys de Dallas, mais il n'y a personne ici qui va être excité de repêcher Javonte Williams dans le repêchage, d'après moi, au mois d'août. Mais bref, je vais vous parler de Travis Etienne parce qu'il faut en parler. L'année dernière, le porteur de ballon numéro 37 pour les points par match. Il y a eu plusieurs petits bobos, par exemple. Je ne sais pas si il est au sommet, il peut être au sommet de son art cette année. Il ne faut pas oublier qu'en 2023, je le rappelle, plus de 1450 verges, 12 touchés. Il avait été vraiment le porteur de ballon numéro 4 au niveau fantasy en 2023. De numéro 4 à numéro 37, c'est une méchante descente aux enfers, comme je le dis. Euh, Ouais. il y a la confiance du nouveau groupe d'entraîneurs, par exemple. On avait des bons mots pour lui du côté de Liam Cohen. Et le système de Liam Cohen, on a vu ce qu'il a fait avec les Buccaneers. Ça a été vraiment un système favorable. On a vu qu'on a créé de l'espace pour Bucky Irving, on a créé de l'espace pour Rashard White. Est-ce que ça peut être un système qui est favorable à Travis Etienne? Parce que à son arrivée dans la NFL, il était parmi les meneurs pour les plaqués ratés dans la NCAA. Est-ce qu'il peut retrouver cette touche-là? Est-ce que le système de Liam Cohen peut lui être utile? Écoutez, là, on parle d'hypothèse ici. J'essaie de faire un cas pour vous dire que peut-être euh, que Travis Etienne est meilleur que ce qu'il nous a offert la saison dernière, mais ceci dit, il est pratiquement gratuit ou il est en fin de ronde. Donc, est-ce que c'est un bon lancer d'or là, à prendre dans vos repêchages fantasy? J'en sais pas trop. Il y a une chimie également certaine avec Trevor Lawrence, oui, de l'époque où il était à l'université à Clemson. Donc, je ne sais pas trop quoi penser de Travis Etienne. J'ai hâte de voir ça aussi au camp d'entraînement, comment tout ça va s'agencer là, à Jacksonville. On parle de Tank Bixby également. On parle de la recrue Bechard Tootin aussi, qui a connu qui est comme assez populaire sur les réseaux sociaux en ce moment dans le cercle fantasy. Donc, j'ai bien hâte de voir. Mais Travis Etienne, ça se dessine là, pour être une belle valeur fantasy si vous y croyez. Et maintenant, c'est la question, oui, est-ce que vous y croyez au retour en forme là, de Travis Etienne? Moi, j'y crois pas. Moi, je vais rouler les dés avec un autre porteur de ballon, même si c'est très tard. Là, on est rendu à la position Mm. 34 dans le cas de Travis Etienne. C'est que Etienne a beaucoup de kilométrage. Il a emmagasiné beaucoup de kilométrage justement lorsqu'il jouait à Clemson. Il a été partant pendant 4 ans, si je me souviens bien, avec les Tigers et on lui a remis souvent le ballon. Alors, tu sais, lorsqu'on parle du kilométrage à la position de porteur de ballon, l'usure, c'est pas juste dans la NFL. Il faut prendre en considération leur carrière dans les rangs universitaires. Et puis, Travis Etienne, il m'a l'air d'un joueur qui est sur la pente descendante. Là. Il ne semble pas aussi rapide qu'il l'était en début de carrière, malgré le fait qu'il est toujours âgé dans la vingtaine. Mais le fait qu'il a couru énormément avec le ballon lorsqu'il jouait à Clemson, ça, il ne faut pas oublier ça. Là. Ça rentre dans l'équation. Il y a des joueurs comme Derrick Henry, on dirait qu'ils ne ralentissent pas. Lui, c'est depuis qu'il est tout jeune qu'il est la pierre angulaire de l'attaque pour l'équipe pour laquelle il joue. Mais Derrick Henry, c'est l'exception. Alors moi, personnellement, je me tiendrais loin de Travis Etienne. Peut-être que je me trompe, mais je prendrais une chance avec un autre demi à l'attaque. Position 36 à 40 maintenant, Marc-André. En 36, nous avons Jalen Warren. On semble donner les clés du champ arrière à Caleb Johnson du côté des Steelers, mais sait-on jamais, peut-être que Jalen Warren pourrait surprendre, notamment en début de saison. En 37, nous avons Najee Harris, l'autre porteur de ballon des Chargers de Los Angeles. En Hmm. 38, nous avons Jordan Mason, le porteur de ballon numéro 2 des Vikings derrière Aaron Jones. En 39, Zach Charbonnet derrière Kenneth Walker à Seattle. Et en 40, j'ai parlé de Tank Bixby qui bataille pour le poste de numéro 1, on peut dire comme ça, avec les Jaguars de Jacksonville. Et je vais m'attarder au cas de Jordan Mason parce que c'est un porteur de ballon talentueux. Mon argument ici, c'est que Aaron Jones arrive à 30 ans. C'est pas le gars
le plus fiable également au niveau des blessures, Aaron Jones. Et on a déjà mentionné, Kevin O'Connell, que Jordan Mason aura les opportunités à la porte des buts parce qu'il est plus lourd que Aaron Jones également de 20 livres. Et c'est une bonne chose parce que tu connais, tu vu ses stats? Tu sais quoi ses stats, Didier, d'Aaron Jones en 2024 à la porte des buts à l'intérieur de la ligne de 5? Vas-y, je t'écoute. 13 courses, 3 touchés, mais un total de moins 2 verges. Donc, il marquait des touchés, puis mais sinon, ça allait pas bien. Donc, Jordan Mason, je pense qu'on l'a acquis pour justement, à tout le moins, les opportunités dans la zone des buts. Et c'est un porteur de ballon quand même explosif, 5,3 verges par course en moyenne la saison dernière. Troisième dans la NFL pour le ratio de courses explosives. Ça, c'est des courses de plus de 10 verges. Alors, c'est un joueur en possession du ballon qui est explosif. Beaucoup de blessures aussi dans son cas, par exemple, Jordan Mason, au fil des années. Il y a une moyenne de 105 verges au sol lorsqu'il jouait plus de la moitié des jeux chez les 49ers en 2024. Donc, pour moi, c'est sûr qu'on parle de le territoire des porteurs de ballon numéro 2, là, ici, des positions, je te dirais 30 à 40. Mais je pense que Jordan Mason pourrait sortir du lot en revenant une blessure à Aaron Jones. Ah ben oui, ben il sera surveillé. Lui qui a toujours livré la marchandise lorsqu'il était en uniforme pour les 49ers de San Francisco en remplacement de Christian McCaffrey. Ben écoute Marc-André, on a fait le tour de cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. On rappelle aux gens qu'on a un deuxième épisode pour eux cette semaine. L'épisode avant-goût de la section sud de l'Association nationale sera mis en ligne jeudi. Alors on vous invite bien sûr à l'écouter ou à le regarder. Encore une fois, de partager nos publications à travers nos réseaux sociaux. Alors, j'espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu. Un gros merci à Marc-André et un super gros merci à Guillaume, sans qui rien ne serait possible. On vous reparle la semaine prochaine.